Est-ce que vous devez faire attention à l'indice glycémique de vos aliments? Est-ce que les pics d'insuline sont mauvais pour la santé et est-ce qu'ils vont vous faire grossir? Voyons tout ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Nevin, je suis coach et fondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques. Il y a 5 ans, j'ai posté un article intitulé Insuline, hormone diabolique et c'est l'article le plus lu sur mon site internet et malgré ça, quand j'ai posté un réel en réaction à quelqu'un qui disait que manger des galettes de riz c'était mauvais pour la santé, ça a relancé une polémique. Je me suis donc dit qu'il fallait absolument faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai l'impression que personne ne lit des articles en 2022. Avant de commencer, je te rappelle que les inscriptions pour la formation Bayesian sont ouvertes si tu veux enfin pouvoir déduire le vrai du faux entre toutes les fausses informations qui circulent dans le monde du fitness, que tu veux développer tes connaissances et devenir une référence dans les sciences de l'entraînement et de la nutrition. Rejoins-nous maintenant, le lien est en description. Il y a cette théorie qui tourne depuis pas mal d'années qui dit qu'il faut faire attention aux pics d'insuline parce que ça fait grossir et qu'il faut faire du coup attention à l'indice glycémique des aliments que l'on consomme pour ne pas provoquer ces pics d'insuline. Il faut supprimer les aliments à indice glycémique élevé, ces fameux IGO. En gros, l'insuline serait cette hormone diabolique qui fait grossir si elle circule dans notre corps. Alors commençons par un peu de physiologie et reprenons les bases qui sont très importantes, tout comme laisser un pouce bleu sur cette vidéo. L'insuline, c'est l'hormone qui régule les niveaux de sucre dans votre sang. On parle de glycémie, ce qui correspond à la quantité de glucose contenue dans le sang et qui est habituellement exprimée en grammes par litre de sang. Lorsque vous mangez un repas, les glucides de votre repas sont décomposés en molécules de glucose. Le glucose passe dans votre sang, votre pancréas détecte la hausse de glucose et libère de l'insuline. L'insuline permet au glucose d'entrer dans votre foie, vos muscles et les cellules adipeuses. Une fois que votre glycémie commence à redescendre, les niveaux d'insuline retombe également. Le cycle se produit tout au long de la journée. Vous mangez un repas, votre glycémie augmente, l'insuline augmente, la glycémie diminue, l'insuline diminue et voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que l'insuline ne régule pas seulement la glycémie, elle a beaucoup d'autres fonctions. Par exemple, elle stimule vos muscles à créer de nouvelles protéines, un processus qu'on appelle la synthèse protéique. Elle inhibe également la lipolyse, la dégradation des graisses, et elle stimule la lipogénèse, la création de nouvelles graisses. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, et cette dernière fonction, qu'elle a si mauvaise réputation. Étant donné que les glucides stimulent votre corps à libérer de l'insuline, certaines personnes avancent qu'un régime riche en glucides avec des aliments à IGO vous fera forcément grossir en se basant sur le raisonnement suivant. Une diète riche en glucides ou avec des IGO égale pic d'insuline, égale taux d'insuline élevé, égale lipogénèse accrue et lipogénèse diminuée, égale augmentation de la graisse corporelle, égale surpoids. Mais nous allons voir ensemble pourquoi cette théorie repose sur pas mal de mythes. Commençons par un point très important dont peu de gens parlent. Les glucides ne sont pas les seuls responsables de l'augmentation du taux d'insuline. Les protéines stimulent aussi fortement la sécrétion d'insuline. Je sais, la première fois, ça fait un choc. Alors on a un paquet d'études sur le sujet, mais je vais vous en présenter deux parce qu'elles sont vraiment cool. Dans la première, de Boelsma et collègues, ils ont comparé deux repas contenant le même apport calorique. Le premier avec 21 g de protéines et 125 g de glucides, donc élevé en glucides et faible en protéines. Et le deuxième avec 75 g de protéines et 75 g de glucides, donc élevé en protéines et modéré en glucides. Et les résultats sont super intéressants. La réponse insulinique, c'est-à-dire l'insuline produite et en circulation après un repas, était un peu plus élevée après le repas riche en protéines, même si le taux de glucose sanguin était beaucoup plus élevé suite au repas riche en glucides. Ce qui montre que les protéines sont tout aussi puissantes pour stimuler l'insuline que les glucides. En plus de ça, ils ont observé une réponse plus rapide et plus élevée en insuline avec les protéines. Et cette tendance à une plus grande réponse en insuline a aussi été associée à une meilleure suppression de l'appétit, c'est-à-dire que les sujets avaient moins faim après le repas riche en protéines. Ce qui va bien dans le sens des dizaines d'études qui démontrent que l'insuline supprime fortement l'appétit et ça nous permet également de balayer le mythe que l'insuline donne faim. C'est faux. Dans une autre étude de Pal et Ellis, ils ont comparé les effets de 4 différents types de protéines sur la réponse insulinique suite à un repas. Dans cette étude, les protéines étaient consommées sous forme de milkshake et nous avions de la whey, de l'œuf, de la dinde et du thon. Un petit shaker au thon délicieux.
Vous pouvez constater sur le graphique que toutes ces protéines provoquent une réponse insulinique, bien que l'apport en glucides soit très faible. Il y avait également différentes réponses insuliniques en fonction des protéines, la whey produisant la plus haute réponse en insuline. Et pour l'anecdote, les produits laitiers sont très insulinémiques, tout autant que du pain blanc. Et non, cette réponse en insuline ne provient pas de la gluconéogénèse, puisqu'elle atteignait un pic 30 minutes seulement après la consommation des shakers et que le glucose sanguin avait tendance à baisser également. Nous savons maintenant que les protéines sont un puissant stimulant de la sécrétion d'insuline, et cette sécrétion d'insuline n'est pas liée au changement de glycémie ou due à la gluconéogénèse provenant des protéines, parce que dans ce cas-là, on aurait une augmentation du glucose sanguin. Ça veut aussi dire que pour limiter ta sécrétion d'insuline, tu devras arrêter de manger des glucides et des protéines, et du coup, il va pas te rester grand-chose à te mettre sous la dent. Alors comment les protéines peuvent provoquer des augmentations rapides d'insuline, comme le montre l'étude avec la whey? Eh bien les acides aminés, ces éléments qui constituent les protéines, peuvent stimuler directement votre pancréas pour produire de l'insuline sans avoir besoin d'être converti en glucose avant. Par exemple, la leucine stimule directement les cellules du pancréas pour produire de l'insuline. Et il existe une relation dose-réponse directe, c'est-à-dire que plus il y a de leucine et plus il y a d'insuline produite. On a même une autre étude qui a mis en évidence que le bœuf stimulait autant la sécrétion d'insuline que du riz complet. Vous comprenez maintenant qu'il est normal d'avoir des pics d'insuline après un repas, que vous consommiez des glucides seuls, des protéines seules ou un repas complet. Chez un individu en bonne santé, l'insuline n'est élevée que dans la période qui suit un repas, ce qui signifie que la lipogénèse, la période où vous créez des graisses, ne dépassera que la lipolyse, la période où vous dégradez des graisses, pendant les heures qui suivent un repas. Pendant les périodes de jeûne, comme entre les repas ou lorsque vous dormez, la lipolyse dépassera la lipogénèse, c'est-à-dire que vous brûlerez de la graisse. Et sur une période de 24 heures, tout sera équilibré en supposant que vous respectez votre bilan énergétique et que vous ne consommez pas plus de calories que vous n'en dépensez, ce qui veut dire que vous ne prendrez pas de poids. Et oui, le bilan énergétique règne encore en maître, la perte de gras ou la prise de gras va dépendre du fait que vous soyez en déficit calorique ou en surplus calorique. Et ça, c'est la réalité, quel que soit le type d'aliment que vous consommiez, glucides, lipides ou protéines, parce que votre corps est capable de synthétiser et de stocker les graisses, même lorsque le taux d'insuline est faible. Si, c'est vrai. Il existe une enzyme dans vos cellules graisseuses appelée la lipase hormosensible, LHS, et cette enzyme aide à hydrolyser les triglycérides de réserve, c'est-à-dire à dégrader les graisses. L'insuline supprime l'activité de la LHS et supprime ainsi la dégradation des graisses. C'est pour cette raison que les glucides sont pointés du doigt lors d'une prise de gras. Cependant, la graisse supprime également la LHS, même lorsque les niveaux d'insuline sont faibles. Cela signifie que si vous mangez trop de calories et que vous êtes en surplus calorique, vous ne serez pas en mesure de perdre de la graisse même lorsque l'apport en glucides est faible. Donc encore une fois, ce n'est pas l'insuline qui est responsable de la prise de poids, c'est le surplus calorique. C'est pour ça qu'on a une méta-analyse qui ne montre pas de différence en termes de perte de poids et de risque cardiovasculaire entre un régime faible en glucides et un régime faible en lipides. Maintenant, je veux parler de l'importance des pics d'insuline rapides suite à un repas et en quoi ils sont importants pour la régulation de la glycémie. Parce qu'on entend souvent que les pics d'insuline sont mauvais pour la santé. Parlons d'abord des différentes phases de la sécrétion d'insuline. Elle se fait en deux phases à partir du pancréas. La première phase se produit très rapidement. Votre pancréas détecte la hausse du glucose dans le sang et l'insuline est libérée dans les 1 à 2 minutes suite à l'augmentation de la glycémie. Cette réponse rapide est possible grâce à l'action du pancréas qui libère l'insuline stockée. Cette phase ne dure pas plus de 10 minutes et important à savoir, cette phase rapide est problématique chez les personnes ayant des problèmes d'intolérance au glucose. On parle généralement de prédiabète en France, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas diabétiques mais qui ont des réponses glycémiques plus élevées après des repas ainsi qu'un taux de glycémie plus élevé à jeun. Et cette réponse en phase rapide est complètement absente chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Il y a une deuxième phase de la sécrétion d'insuline qui se poursuit tant que le glucose sanguin est élevé et elle est obtenue via la libération de l'insuline stockée ainsi que la création de nouvelles insulines créées à partir d'un précurseur appelé proinsuline. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce qu'il existe un médicament appelé l'exénatide qui permet de restaurer cette phase rapide de la sécrétion d'insuline chez les diabétiques. Voici à quoi ressemble la réponse insulinique chez des personnes en bonne santé et chez des diabétiques de type 2. Vous pouvez voir que la phase rapide
rapide et inexistante à droite. Et voilà maintenant à quoi ressemble la réponse insulinique suite à l'administration de ce médicament. Les cercles blancs représentent la réponse insulinique chez les diabétiques de type 2 lorsqu'ils reçoivent un placebo. Les carrés représentent la réponse insulinique chez les diabétiques lorsqu'ils ont reçu de l'exénatide. Vous pouvez voir que l'exénatide restaure la réponse rapide de la sécrétion d'insuline. Les cercles noirs représentent la réponse insulinique chez les personnes en bonne santé. Et comme on pouvait s'y attendre, la restauration de la réponse rapide de la sécrétion d'insuline améliore la régulation de la glycémie chez les diabétiques, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Mais là où c'est très intéressant et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est que l'exénatide qui rétablit les pics d'insuline chez les diabétiques provoque aussi une perte de poids. Alors comment c'est possible? Eh bien une partie de cette perte de poids est due à une amélioration de la satiété. L'exénatide est un médicament qui imite les effets d'une hormone appelée la GLP-1 et la GLP-1 est une hormone intestinale stimulant la sécrétion d'insuline, plus connue sous le nom d'incrétine. Ce qui montre bien que les pics d'insuline ne sont pas une mauvaise chose en soi. Les protéines provoquent des pics d'insuline, mais les protéines réduisent l'appétit et contribuent à la perte de poids en raison des effets de l'insuline sur votre cerveau pour inhiber l'appétit. La GLP-1 et les médicaments comme l'exénatide contribuent aux pics d'insuline, mais ils réduisent l'appétit et provoquent une perte de poids. Le problème, c'est que les gens confondent pic d'insuline et pic de glycémie. Il est bien établi que les variations rapides de la glycémie peuvent entraîner la faim, ça c'est vrai. Mais parce que les augmentations rapides de la glycémie provoquent également des augmentations rapides de l'insuline, les gens finissent par blâmer l'insuline pour ce problème et les effets des glucides à IG élevés sur l'insuline. Mais en réalité, c'est voir le problème à l'envers. Ce qui pourrait être avancé maintenant, c'est « Ok Nevin, mais alors pourquoi les diabétiques qui s'injectent de l'insuline prennent du poids ?» Ça signifie forcément que l'insuline est la raison pour laquelle les non-diabétiques prennent aussi du poids. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comparer diabétique et non diabétique de cette manière parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et en particulier, l'amyline. L'amyline, c'est une hormone qui est sécrétée par votre pancréas en même temps que l'insuline. Elle diminue l'appétit et également la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des lipides qui conduit à la libération des acides gras. Les diabétiques de type 1 ne produisent pas d'amyline et la sécrétion d'amyline est altérée chez les diabétiques de type 2. Et lorsqu'on utilise un médicament qui imite les effets de l'amyline chez les diabétiques, ça provoque une perte de poids. Du coup, on ne peut pas comparer les effets de l'injection d'insuline chez un diabétique avec des changements physiologiques de l'insuline chez un non-diabétique. Du coup, est-ce que réduire les taux d'insuline régule mieux l'appétit? Je pense que nous avons déjà répondu à cette question en démontrant comment les protéines stimulent fortement la sécrétion d'insuline et contribuent à réduire l'appétit et que de la même manière, les injections d'insuline réduisent également l'appétit. Pour la petite anecdote, lorsque vous supprimez les récepteurs d'insuline du cerveau d'une souris, celle-ci surconsomme jusqu'à devenir obèse. On peut donc dire que l'insuline est une hormone essentielle à la satiété. Alors qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette vidéo et quels sont les messages importants à retenir? Je pense qu'on peut dire ensemble que l'insuline n'est finalement pas cette horrible hormone qui vous rend obèse et qui doit être maintenue aussi bas que possible. C'est une hormone très importante qui régule l'appétit et la glycémie. Si vous voulez vraiment garder votre taux d'insuline aussi faible que possible, il va falloir manger un régime faible en protéines, faible en glucides et riche en lipides, en matières grasses, ce qui n'est pas forcément idéal ou recommandé. Surtout quand on sait que l'augmentation de l'apport en protéines, la consommation de fruits et légumes et la consommation d'aliments complets non transformés donne de très bons résultats en termes de perte de poids, même avec les pics d'insuline que ça provoque. Comme nous l'avons vu ensemble, l'insuline n'est pas nécessaire au stockage des graisses, c'est très important à comprendre. Votre corps sait très bien stocker de l'énergie même si vous ne consommez pas de glucides et il a été démontré que les régimes à très haute teneur en glucides entraînent une perte de poids à partir du moment où les gens sont en déficit énergétique. Donc il ne faut pas avoir peur des glucides en soi, ce n'est pas ça qui vous fait grossir. Je sais que ça va faire dissonance cognitive pour certains d'entre vous. Ma première sèche, j'ai supprimé tous les glucides à IGO et à la fin tous les glucides tout court parce que je pensais que c'était ça le problème. Pourtant, en lisant plus de recherches sur le sujet et en découvrant que les protéines sont insulinémiques et dans certains cas tout aussi insulinémiques que les glucides, je me suis rendu compte que ce que je pensais savoir sur l'insuline était tout simplement faux. Une question qui pourrait subsister, c'est pourquoi les sucres raffinés sont considérés comme malsains et pourquoi ils sont souvent déconseillés. On pourrait se dire que c'est parce qu'ils provoquent des pics d'insuline, mais ce n'est évidemment pas le cas puisque les protéines provoquent également des pics rapides d'insuline et les protéines ne sont pas mauvaises pour la santé, bien au contraire. Le problème avec les sucres raffinés réside dans la densité énergétique, c'est-à-dire le volume de nourriture que vous consommez par rapport à l'apport calorique. Lorsqu'un aliment a une haute densité calorique comme les biscuits, des cookies, des céréales type muesli, de la glace, il est beaucoup plus facile de consommer beaucoup de calories avec très peu de volume de nourriture et c'est ça le gros problème.
quand vous posez la fourchette, la cuillère ou le cookie, qui pose un cookie d'ailleurs, il y a de fortes chances que vous ayez déjà trop mangé en termes de calories. Les aliments à haute densité énergétique ont souvent un indice de satiété plus faible que les aliments à faible densité calorique. Donc vous consommez plus de calories et vous avez encore faim. J'ai une vidéo entière sur le volume alimentaire, je vous la mets juste ici et j'ai également quelques réels sur Instagram qui vous montrent la densité calorique d'aliments sucrés et salés. Bref, l'insuline est primordiale pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle fonctionne principalement comme une hormone inhibitrice plutôt que comme une hormone de stockage, en agissant comme un frein sur de nombreux processus physiologiques importants et elle régule la glycémie après un repas, à la fois en empêchant le foie de produire du glucose et en favorisant l'absorption du glucose par les cellules. L'insuline ne mérite clairement pas sa mauvaise réputation. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les protéines contribuent à réduire la sensation de faim et vous aurez des pics d'insuline même avec un régime faible en glucides et élevé en protéines. Au lieu de vous inquiéter de votre taux d'insuline, vous devriez plutôt faire attention à votre apport calorique qui sera le facteur déterminant dans la variation de poids. Si vous êtes en surplus calorique, vous prendrez du poids même si vous tentez de maintenir des niveaux d'insuline bas et que vous ne mangez que des aliments à IG bas. L'insuline n'est pas nécessaire au stockage des graisses, votre organisme peut très bien le faire avec un apport inexistant en glucides. Cherchez l'alimentation qui vous correspond et que vous pouvez maintenir sur le long terme, adaptez la densité calorique des aliments en fonction de votre faim, choisissez des aliments entiers non transformés, des sources de protéines maigres, des fruits, des légumes si vous avez du mal à perdre du poids. Ce n'est pas 2 galettes de riz au petit-déj qui vont vous empêcher de perdre du poids. Toutes les sources de cette vidéo sont disponibles en description et dans l'article en référence à cette vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas mon avis personnel mais qu'elle découle de la littérature scientifique disponible sur le sujet. C'est donc l'interprétation de ces études. Si vous voulez en apprendre plus sur la nutrition et sur l'entraînement, si vous voulez devenir une référence dans ces domaines, les inscriptions pour la formation bayésienne sont ouvertes, le lien est en description. Il vous reste peut-être des questions et il y a certains points que je n'ai volontairement pas abordés dans cette vidéo parce que sinon ça allait vraiment alourdir la vidéo. Mais je suis très content d'y répondre en commentaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt. Ciao!